TimberTech Building est un logiciel de conception structurelle pour l'analyse de structures de murs de cisaillement en bois, réalisé en utilisant des systèmes de charpente en bois laminé croisé et de plateformes. À partir d'une interface graphique en 3D, TimberTech Building vous permet de définir facilement une structure en bois à partir de bases de données préchargées, de l'analyser et de la vérifier sous charge statique et sismique, et enfin d'exporter le rapport de calcul avec quelques dessins et modèles 3D au format IFC. Le but de ce tutoriel est d'illustrer les principales fonctionnalités du logiciel en décrivant brièvement chacune d'elles. Voici la page d'accueil du logiciel. Sur le côté droit, vous pouvez voir les dernières mises à jour publiées. Vous pouvez également accéder aux tutoriels liés aux fonctionnalités principales du programme, ainsi que lire les dernières nouvelles relatives au monde des structures en bois. Sur le côté gauche, vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir des projets précédemment enregistrés, ouvrir le guide d'aide en ligne, définir les réglages du logiciel, accéder à l'espace personnel à partir duquel vous pouvez modifier les paramètres de votre licence et télécharger les manuels d'utilisation. TimberTech Building est disponible en plusieurs langues, aussi bien pour l'interface de travail que pour les sorties générées automatiquement, parmi lesquelles on retrouve le rapport de calcul et les plans. Les langues actuellement disponibles sont l'anglais, l'italien, l'espagnol, le grec et le français. Lorsque vous créez un nouveau projet, la première information demandée est la norme standard à utiliser. Vous pouvez choisir entre les normes techniques italiennes de 2018 ou 2008 et les Eurocodes avec les annexes nationales de nombreux pays européens. Pour ce tutoriel, nous utiliserons la réglementation technique italienne et en particulier l'arrêté ministériel du 17 janvier 2018. Par la suite, TimberTech Building nous demande d'insérer la localisation exacte de l'endroit où nous voulons modéliser notre bâtiment. Cette opération peut être effectuée de 3 manières différentes. En déplaçant le curseur sur la carte, au moyen de menus déroulants, ou en insérant manuellement les coordonnées géographiques et l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Dans la fenêtre suivante, l'utilisateur doit saisir les informations nécessaires pour compléter la description du bâtiment. Ces informations seront utilisées pour l'impression automatique du rapport de calcul. En acceptant, vous accédez aux fenêtres principales. TimberTech Building est divisé en 3 parties. Il y a les onglets Dessins et Vues qui appartiennent à la première partie. Le concepteur utilise les outils contenus dans ces 2 onglets pour insérer la géométrie de la structure. Dans le logiciel est en effet intégré une CAO en 3 dimensions qui vous permet d'insérer les éléments du modèle comprenant des murs, des piliers, des sols et des poutres. Dans cette phase, vous devez vous soucier uniquement de la construction géométrique de votre modèle, sans tenir compte du type de section transversale, des matériaux et des autres propriétés qui lui seront attribuées dans un second temps. La deuxième partie fait référence aux onglets Définir et Propriétés du projet. Dans le premier, vous pouvez définir toutes les propriétés qui caractérisent les éléments structurels, tels que le type et les caractéristiques des murs, les caractéristiques des sols, les sections transversales des éléments linéaires, les matériaux et les connexions. De plus, vous pouvez définir toutes les propriétés nécessaires pour effectuer les contrôles suivants: le flanquement latéral des poutres, les vibrations du sol et la déformabilité des éléments. Enfin, la troisième et dernière partie vous permet de valider le modèle, lancer l'analyse, lire les résultats et vérifier l'état de vérification des éléments structurels. Des fonctions supplémentaires sont accessibles à l'aide des boutons situés en haut de l'écran. Parmi ceux-ci, nous trouvons la possibilité de sauvegarder le projet en cours, d'annuler et de rétablir, une fonction qui permet de rechercher un élément dans le projet et la fonction jalon qui permet de créer des points de récupération du projet avec la possibilité de les rappeler à tout moment. Nous pouvons maintenant procéder à la description du premier onglet. En haut de l'écran se trouve le menu avec les boutons pour accéder aux différentes fonctions de dessin. L'insertion des différentes parties de la structure se fait au moyen d'objets. Parmi ceux-ci, il y a les murs qui sont regroupés en 2 types principaux. Le mur simple, qui peut être défini par 2 nœuds de base et la hauteur, et le mur polygonal, qui doit être défini par les sommets de son périmètre. Les méthodes pour insérer les autres éléments sont tout aussi simples. Pour une colonne, par exemple, les nœuds de base et la hauteur doivent être insérés.
En ce qui concerne les poutres, les deux nœuds d'extrémité doivent être définis. Pour les planchers et les toits, vous devez définir les nœuds sur leur périmètre. Il existe également des outils pour vous aider dans la phase de dessin, tels que des lignes, des points et des grilles. Ces outils sont très utiles dans la construction des modèles, car ils permettent de définir les nœuds sur lesquels se raccrocher lors du traçage des éléments structurels. Les grilles, par exemple, consistent en un ensemble de points régulièrement espacés qui facilitent l'insertion d'éléments verticaux dans des bâtiments avec un plan régulier. En plus des commandes illustrées jusqu'à présent, nous trouvons une série de fonctions typiques du logiciel de CAO. Parmi celles-ci, il y a la fonction copie et la fonction miroir. Le moyen le plus pratique de définir géométriquement son modèle est certainement celui qui utilise un dessin comme guide de modélisation. Les dessins peuvent être chargés au moyen de fichiers DXF. TimberTech Building vous permet de charger des fichiers contenant à la fois des dessins en 2D ainsi qu'en 3D. Ces derniers sont largement utilisés pour la définition géométrique des toitures, en particulier celles de formes très complexes. En ce qui concerne la zone de travail, veuillez noter qu'elle est divisée en 3 zones. Dans la zone principale, il est possible de visualiser le modèle 3D de la structure. Dans la fenêtre du bas, vous pouvez lire l'historique des commandes utilisées, ainsi que des informations et des messages liés aux fonctions utilisées. La ligne de commande est située dans cette fenêtre et vous permet d'entrer les commandes en tapant le nom correspondant. Dans la partie droite de l'écran, nous pouvons alors trouver le menu des propriétés, qui devient actif à chaque fois que vous sélectionnez un objet dans le modèle 3D. Continuons avec la construction du modèle géométrique d'un bâtiment résidentiel simple. Grâce aux lignes de référence précédemment importées, les murs peuvent être placés en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le point de départ et sur le point final de chaque segment. Une fois la géométrie du sol définie, il est possible de modifier sa direction en changeant simplement l'angle dans le menu des propriétés. Dans ce menu, vous pouvez rechercher et modifier toutes les autres propriétés attribuées à l'élément structurel sélectionné. Il convient de noter comment, lors de l'insertion de la géométrie, il est possible de définir le schéma statique des éléments soumis au moment de flexion, y compris les poutres et les planchers. Par exemple, pour un sol à poutrelles, TimberTech Building reconnaît automatiquement les positions des supports à partir des murs et des poutres qui le supportent. Si pour chaque chevron, vous souhaitez obtenir le schéma statique d'une poutre sur 3 supports et 2 travées, vous devez dessiner une seule zone continue de dalle au-dessus des éléments de support centraux. Si à la place vous souhaitez obtenir des solives simplement soutenues, vous devez dessiner 2 zones de plancher différentes, une pour chaque travée, interrompant leur continuité à proximité des éléments de support centraux. Nous pouvons maintenant procéder à l'insertion des murs du premier étage. Les méthodes d'insertion sont les mêmes que celles utilisées pour les murs du rez-de-chaussée. Finissons la construction de la structure en définissant les toits. Regardez comment cette opération est particulièrement facilitée grâce à la présence des lignes de référence. Nous avons précédemment défini les murs du premier étage comme simples, et ils ont donc un bord supérieur horizontal. À ce stade, nous devons les modifier pour qu'ils s'adaptent à la forme du toit. Cette fonction est très utile et vous permet d'étendre automatiquement les éléments du mur. Grâce au filtre de vue, vous pouvez désactiver la vue des sols afin de faciliter la sélection des murs. On peut alors procéder à l'extension des murs pour s'assurer que leur bord supérieur s'adaptera à la forme de la toiture. Continuons avec le deuxième onglet, l'onglet Affichage. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir comment afficher le modèle.
Il est également possible de régler le zoom. De plus, vous pouvez définir le point de vue du modèle 3D. Ici, vous pouvez également activer la vue extrudée du modèle. Ce mode d'affichage est très utile pour obtenir la représentation graphique des éléments globaux, des éléments de structure, et donc trouver d'éventuelles erreurs liées à leur géométrie. Comme on le verra plus loin, vous pouvez attribuer à chaque élément certaines propriétés. Celles-ci sont affichées dans le menu de droite. Pour une vérification rapide des affectations, il est possible d'utiliser la fonction couleur par propriété. Cette fonction retourne une représentation graphique dans le modèle global des propriétés de chaque élément. Par exemple, vous pouvez afficher le type de connexion associé à chaque mur. Chaque couleur correspond à un type différent. Vous pouvez également visualiser le type de charge associé aux différents étages. Dans ce cas également, différentes couleurs représentent différents types de charges. Jusqu'à présent, nous avons montré comment construire le modèle géométrique de la structure. Nous pouvons maintenant continuer en décrivant comment nous pouvons définir les propriétés des éléments. Pour ce faire, il faut utiliser l'onglet Définir, dans lequel il est possible d'éditer les propriétés que le logiciel attribue par défaut aux éléments et d'en créer de nouvelles congruentes avec la géométrie, les matériaux et les connexions de la structure réelle. Les opérations qui permettent de définir les propriétés des matériaux et des connexions sont facilitées grâce à la présence d'archives très étendues, dans lesquelles toutes les propriétés nécessaires à l'analyse et au contrôle statique sont préchargées. Les archives peuvent être ouvertes en cliquant avec la souris sur les boutons correspondants en haut de l'écran. Parmi ceux-ci se trouve le répertoire des matériaux en bois, composé des onglets suivants: le lamellé collé homogène et combiné, le bois tendre, le bois dur et les poutres trio duo. Pour chaque matériau, différentes classes de résistance sont disponibles, et pour chacune d'elles, les propriétés mécaniques sont répertoriées. Ensuite, il y a le répertoire des panneaux, généralement utilisé comme élément de contreventement dans les ossatures murales. Ici, il y a les panneaux de contreplaqué, l'OSB, les panneaux de particules, le LVL, le SWP et les panneaux de fibres de gypse. Parmi les répertoires des matériaux en bois, on trouve également celle des panneaux CLT. Cette archive présente les produits des principaux fournisseurs européens de CLT. Les propriétés incluses dans le logiciel ont été extraites des certificats de chaque produit. En ce qui concerne les attaches métalliques à tige cylindrique, TimberTech Building vous met à disposition une vaste bibliothèque contenant la plupart des connecteurs du marché. Beaucoup d'autres seront ajoutés. Parmi ceux-ci, on trouve des clous lisses, des clous filetés, des clous pour plaques, des agrafes, des vis entièrement filetées et des vis pour plaques. Pour compléter les systèmes d'attache, il y a aussi le répertoire des éléments de connexion. Dans celui-ci sont préchargées les propriétés des supports, de la plaque de traction bois sur béton, des doubles supports, de la plaque de traction bois sur bois. En ce qui concerne les liaisons de cisaillement, il y a les équerres bois-béton, les plaques de cisaillement bois-béton, les équerres bois-bois, les plaques bois sur bois cloué. Pour chaque type de connexion sont listés les principaux produits du marché. Avec TimberTech Building, vous pouvez calculer et vérifier les éléments linéaires en acier. Pour ceci également, dans les archives, les propriétés de nombreuses sections transversales sont préchargées. Dans la partie centrale du menu supérieur se trouvent les boutons permettant de définir les propriétés de tous les types d'éléments présents dans TimberTech. Le bouton Type de mur permet de voir la liste de tous les types de murs créés. Au sein d'un même projet, vous pouvez créer et utiliser plusieurs types de murs, également différents les uns des autres. La création ou la modification d'un type de mur spécifique peut être effectuée au moyen d'une série de fenêtres qui peuvent être appelées à partir de différents points du logiciel. Concernant les murs en CLT, vous pouvez décider si le mur est monolithique ou jointoyé. Vous pouvez définir la stratigraphie du panneau en cliquant simplement sur la ligne correspondante du répertoire.
Vous pouvez décider du matériau de base à utiliser pour les planches. Vous pouvez également décider de la direction des planches des couches extérieures du panneau. Avec toutes ces données, TimberTech Building calculera automatiquement le module de cisaillement GEF effectif. Notez que vous pourrez le modifier. Cette fonctionnalité peut être utile pour insérer les propriétés d'un matériau non présent parmi celles de l'archive. Dans le cas d'un mur segmenté, et donc composé de plusieurs panneaux réunis, l'onglet suivant permet de définir les propriétés des sous-panneaux. Plus précisément, la longueur de chacun. Une fois cette définition appliquée à un élément mural, TimberTech Building est capable de reconnaître automatiquement le nombre de sous-panneaux présents. Dans le modèle géométrique 3D, vous n'aurez pas à dessiner tous les sous-panneaux, mais un seul élément de mur auquel vous devrez attribuer la définition nouvellement créée. En ce qui concerne les types de joints disponibles, il existe les joints à vis inclinés, les joints à demi-recouvrement, les joints avec des planches de bout à bout, des planches à double bout à bout et les joints avec planche centrale. En utilisant le dernier onglet, vous pouvez ensuite définir toutes les propriétés du joint, parmi lesquelles se trouvent le matériau du panneau, son épaisseur, ainsi que le type de connecteur à utiliser, qui peut être chargé à partir des archives. Vous pouvez ensuite définir si la connexion est pré-perforée ou non, ainsi que l'espacement des fixations. TimberTech Building utilise toutes ces données pour le calcul automatique de la résistance et de la rigidité du connecteur. Les mêmes données seront ensuite utilisées pour calculer la résistance et la rigidité globale de chaque joint vertical. Remarquez comment il est possible de modifier manuellement la résistance et la valeur de rigidité de la fixation. Vous avez donc un maximum de liberté, et vous pourrez alors, par exemple, insérer les propriétés d'un connecteur qui n'est pas répertorié dans les archives. La méthode de création des murs en ossature est assez similaire à celle des murs en CLT. Le nom de la typologie doit être défini. Si le panneau de contreventement est présent sur un ou des deux côtés du mur, et si ceux-ci sont égaux ou différents. Il est également possible de définir la classe de résistance du bois à utiliser, ainsi que les dimensions des éléments qui composent l'ossature. L'onglet suivant vous permet de définir les propriétés des plaques en termes de matériaux, d'épaisseur et de largeur. Il permet également de définir le type de connexion entre le panneau et le cadre. Continuons avec les fenêtres de dialogue qui permettent de définir les caractéristiques des sols. Vous pouvez choisir ici entre trois types de sols. Le premier est celui des planchers à poutrelles. Dans la fenêtre correspondante, vous pouvez définir le type de bois ainsi que les propriétés géométriques de la section transversale. Ensuite, il y a les planchers en bois massif. Ici, vous pouvez définir le matériau et les propriétés géométriques de la section. Le dernier type de sol est celui de ceux qui sont en CLT. Vous pouvez charger la stratigraphie du panneau, lire ses caractéristiques, faire pivoter la section des couches externes et afficher les propriétés d'éléments calculés automatiquement par TimberTech Building. La définition des propriétés liées aux sections des éléments linéaires est très intuitive et sera donc présentée ici sous peu. Pour les sections en bois, le matériau ainsi que les dimensions doivent être définis. Pour les profils en acier, le type et la classe d'acier doivent être également définis. Sur la base des choix que vous avez effectués, TimberTech Building calcule automatiquement toutes les propriétés inertielles de la section afin d'effectuer les vérifications pertinentes. Nous pouvons maintenant passer à la description de la création et de la gestion des connexions murales. Leur caractérisation mécanique correcte est d'une importance fondamentale, car le comportement dynamique des structures des murs de contreventement en bois sont largement influencés par la présence des éléments d'assemblage.
TimberTech Building vous fournit des outils très rapides et puissants pour définir les propriétés mécaniques des assemblages, tant pour leur résistance que pour leur rigidité. La première information requise lors de la définition d'une connexion, c'est sa position. Plus précisément, les connexions sont divisées en deux groupes, la connexion à la Terre et les connexions de niveau supérieur. Dans l'onglet suivant, vous pouvez définir les types de connexions à utiliser. Il existe deux principaux types de connexions dans TimberTech Buildings. Les connexions pour les forces de traction, qui contraignent le mécanisme de basculement du mur, et les connexions pour les forces de cisaillement, qui contraignent à la place la translation rigide du mur. Parmi les liaisons de traction, on trouve les fixations, le bois à la plaque de traction en béton, et les connexions de cisaillement, qui sont les équerres avec ancrage, les équerres sur la poutre en bois inférieur, la plaque de cisaillement bois à béton et le bois à plaque de cisaillement en bois sur poutre de base. Grâce à une série de fenêtres, vous serez guidé dans l'opération de caractérisation mécanique des connexions. Plus précisément et simplement, vous pourrez choisir le type d'équerre souhaité entre celles des archives. Une fois le choix effectué, TimberTech Building chargera automatiquement toutes les données nécessaires à la réalisation des analyses. Pour les connexions de traction, telles que cette fixation, vous pouvez choisir le nombre de connexions à utiliser pour chaque extrémité du mur. La fenêtre montre les forces des différents mécanismes de défaillance qui peuvent affecter la connexion. Pour les fixations, par exemple, il y a la résistance de la connexion clouée, la résistance du matériau de l'équerre et les résistances de l'ancrage utilisé dans la connexion acier-béton. TimberTech Buildings calcule également la rigidité de la connexion en tenant compte de la déformabilité de tous les éléments qui la composent. Il convient de noter que vous pouvez modifier manuellement la valeur de chaque propriété en écrasant les valeurs calculées automatiquement. Cette fonctionnalité est très utile pour utiliser les données liées aux connexions qui ne sont pas présentes dans les bases de données. Parmi les propriétés que vous pouvez éditer, figurent celles liées au flanc latéral des poutres en bois et en acier. Vous pouvez choisir le point d'application, de la charge et de la présence de retenue latérale en haut et en bas de la poutre. Pour les planchers en bois, le comportement dynamique global est un critère de dimensionnement très important. Pour cette raison, TimberTech Buildings effectue également des contrôles de vibration des sols. Tous les paramètres nécessaires peuvent être définis dans la fenêtre appropriée. Ceux-ci comprennent les niveaux de performance requis, normaux ou élevés, la valeur d'amortissement et la rigidité des couches transversales non structurelles. Pour le contrôle, le logiciel utilise différents critères en fonction de la fréquence fondamentale du plancher. Veuillez noter que le logiciel est en mesure d'effectuer les contrôles également pour les planchers dont la fréquence fondamentale est inférieure à 8 Hz. Parmi les vérifications d'état limite de service, il y a les vérifications de déflexion des éléments structurels. Vous pouvez définir différentes valeurs limites pour chaque élément présent dans le modèle. Les charges agissant sur les structures peuvent être définies très rapidement grâce à cette interface très claire. Dans la fenêtre de dialogue, vous pouvez entrer le nom de la charge et sa position, en particulier s'il s'agit d'une charge de toit ou d'une charge interne. Vous pouvez également définir le type de charge et les valeurs d'intensité associées à la définition que vous créez. Notez que si vous choisissez les normes italiennes, l'intensité des charges est calculée automatiquement en fonction de celle-ci. Vous pouvez cependant modifier ces valeurs à votre guise. Jusqu'ici, il a été montré comment construire le modèle de la structure et comment créer et modifier les définitions des matériaux, des sections transversales et des connexions. L'étape suivante concerne l'association d'une définition spécifique à un élément géométrique. Pour ce faire, sélectionnez simplement l'élément et utilisez les menus déroulants à droite de l'écran pour choisir l'une des définitions précédemment créées concernant les propriétés que vous souhaitez modifier. Parlons maintenant de l'onglet Propriétés du projet. Ici, vous pouvez modifier la position du site de la structure en suivant les procédures décrites précédemment. Vous pouvez également éditer les propriétés pour le calcul de l'action sismique. Le premier choix concerne l'origine des spectres. En particulier, ceux-ci peuvent être calculés automatiquement par TimberTech ou par vous, sous forme de tableau numérique. Si vous optez pour le calcul automatique des spectres, vous devez définir une série de paramètres liés au type de construction, aux caractéristiques du terrain et à la topographie. Les spectres de réponse élastiques seront ensuite rapportés par TimberTech Building dans une fenêtre spécifique. Pour la définition des spectres du projet, des propriétés supplémentaires doivent être définies, notamment la régularité en élévation, la classe de ductilité
et le type de structure. Sur la base des choix effectués, TimberTech Building proposera un facteur de structure adéquat pour que vous puissiez dans tous les cas le modifier. Dans la même fenêtre, vous pouvez ensuite définir tous les paramètres, tels que proposés par les normes techniques pour le calcul des actions de neige et de vent. Vous pouvez également accéder aux paramètres du projet. Ici, vous pouvez modifier la norme utilisée dans l'analyse et afficher tous les coefficients utilisés dans les contrôles. Vous pouvez définir les valeurs limites pour les contrôles de dérive interétage et le facteur utilisé pour la vérification de la résistance au cisaillement des éléments en flexion. Dans les paramètres, vous pouvez ensuite modifier une série de paramètres spécifiques liés au calcul de différents types d'éléments, parmi lesquels se trouve le CLT. Vous pouvez choisir le modèle de calcul à utiliser pour les actions hors plan et pour les actions en plan. D'autres paramètres concernent le calcul de la capacité de charge de fixation métallique et le calcul des murs à ossature. Il existe également d'autres réglages concernant les contrôles de vibration des sols et concernant l'autoprojection des connexions des murs. Analysons la troisième et dernière partie du logiciel. Dans cet onglet, il est possible de valider le modèle, de lancer l'analyse et également de lire les résultats. Plus précisément, des contrôles sont effectués sur les missions et le respect des indications prévues par la réglementation. Il existe trois principaux types de messages d'erreur. Le premier type est indiqué par la coloration rouge des éléments. Dans ce cas, votre intervention sera sollicitée pour corriger le modèle. Dans tous les cas, vous serez guidé avec des indications précises sur le type d'erreur et les opérations effectuées pour la résoudre. Dans le cas en question, par exemple, TimberTech Buildings signale une erreur concernant la connexion affectée au mur, au rez-de-chaussée. Plus précisément, une connexion interétage a été attribuée à ce mur. Pour le résoudre, vous devez revenir aux onglets précédents et changer le type de connexion. Un deuxième type de message d'erreur est celui lié à la couleur orange des éléments, comme se présenté ici. Dans ce cas, vous pouvez décider de résoudre manuellement les problèmes ou laisser TimberTech Buildings apporter les modifications nécessaires pour les résoudre afin de lancer l'analyse. Notez que toutes les modifications appliquées automatiquement sont répertoriées en bas de l'écran. De cette manière, vous avez toujours un contrôle total sur le processus de conception. Le troisième et dernier type d'erreur est celui lié au message d'information qui colore les éléments en bleu. Contrairement à d'autres types de messages, la présence de l'un de ces messages ne bloque pas l'analyse. Les messages ont en effet été conçus comme un outil d'accompagnement du concepteur, afin d'identifier d'éventuelles inexactitudes au sein du modèle. Une fois l'ensemble du modèle validé, il est possible de procéder à l'analyse. Vous pouvez décider de lancer uniquement l'analyse des charges verticales et du vent, ou de lancer les analyses sismiques. Les types d'analyse disponibles sont l'analyse statique équivalente et l'analyse du spectre de réponse multimodale. Ils peuvent être lancés en même temps. Et une fois le calcul terminé, des onglets supplémentaires sont activés qui vous permettent de lire les résultats en termes de stress interne et de statut de vérification. Les résultats peuvent être étudiés à l'aide de deux menus déroulants sur la gauche en haut de l'écran. Avec le premier menu, vous pouvez choisir le groupe de combinaisons qui vous intéresse, tandis qu'avec le second, vous pouvez visualiser toutes les combinaisons que le logiciel génère automatiquement, affichant en même temps les coefficients appliqués aux charges. Par exemple, regardez les combinaisons de charges à l'étal de limite ultime ou celle pour la limite de charge pour la sauvegarde de la vie humaine qui inclut les charges sismiques. Les contraintes présentes à l'intérieur des éléments structurels peuvent être rappelées et représentées à l'écran au moyen des boutons qui se trouvent en haut dans la partie centrale du menu. Il y a un bouton pour chaque type d'élément: mur, poteau, plancher et poutre. Sous chaque bouton se trouve un menu déroulant qui vous permet de choisir ce qu'il faut afficher: les contraintes, moment de flexion et force de cisaillement, ou les déplacements. Ces grandeurs sont affichées au moyen de contours dans le modèle 3D.
Il existe principalement trois manières de lire les contraintes et l'état de vérification des éléments. Un premier moyen est le graphique utilisant les bandes de couleurs, directement dans le modèle 3D. Une deuxième manière consiste à utiliser les tables situées sous le modèle 3D. Les données sont résumées sous forme numérique. Il est également possible de sélectionner n'importe quel élément et de lire les mêmes données au format étendu dans le menu de droite. Pour les poutres et les planchers, vous pouvez également utiliser le bouton Détail situé sur le côté droit de l'écran. Celui-ci permet d'afficher le schéma statique ainsi que l'intensité des charges appliquées, et évaluer pour la combinaison sélectionnée, ainsi que les diagrammes des contraintes du moment fléchissant et du cisaillement. Pour la combinaison de charges à l'état limite de service, vous pouvez également afficher les déformations de tous ces éléments. L'état de vérification des éléments peut être appelé au moyen de boutons spécifiques, un pour chaque type d'élément. La représentation de l'état de vérification se fait par différents modes. Le premier mode implique l'utilisation des indicateurs présents à proximité des boutons mentionnés précédemment. La coche verte indique que tous les éléments de ce type, pour la combinaison considérée, sont vérifiés. En revanche, le X sur fond rouge indique qu'une vérification n'est pas satisfaisante. Une autre façon de représenter l'état de vérification est la représentation graphique. Les éléments pour lesquels les contrôles sont tous satisfaisants sont de couleur verte, tandis que ceux pour lesquels certains contrôles ne sont pas corrects sont de couleur rouge. Veuillez noter que le tableau ci-dessous présente les ratios demande-capacité exprimés en pourcentage. Dans ce cas également, il est associé à un indicateur graphique pour une identification rapide des éléments qui présentent des problèmes. La même symbologie est également utilisée dans les menus déroulants, où, à côté de chaque combinaison de charges ou de groupe de combinaisons, il y a un indicateur graphique pour identifier l'état de vérification associé à cette combinaison spécifique. Les lignes du tableau ci-dessous peuvent être facilement réorganisées afin de trouver des éléments non vérifiés. Par exemple, supposons que nous souhaitons trouver les murs dans lesquels les vérifications des assemblages pour les forces de traction ne sont pas satisfaisantes. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la légende relative au contrôle des assemblages en traction, puis de sélectionner la ligne correspondante à l'un des murs non vérifiés. Le mur sélectionné sera mis en évidence dans le modèle pour une identification facile. Il est à noter maintenant que dans le menu de droite, tous les contrôles associés à la paroi sélectionnée sont rapportés en détail, y compris ceux relatifs aux différents mécanismes de rupture de la liaison de traction. De l'observation de ces contrôles, il est clair que dans ce cas précis, la connexion échoue en raison d'une défaillance de la connexion clouée. Ainsi, vous pouvez augmenter le nombre de clous pour satisfaire ces contrôles. De ce qui précède, nous comprenons comment, grâce aux outils fournis par TimberTech Building, il est très facile d'identifier et de résoudre les éléments non vérifiés. Depuis l'onglet Analyse, il est possible d'ouvrir le menu relatif aux actions horizontales dans lesquelles toutes les informations concernant les charges latérales sont résumées, vent et tremblement de terre. Par exemple, pour le vent, on donne les coordonnées des points d'application des forces résultantes à chaque niveau et les forces totales à la base de la structure agissant dans les deux directions principales. Cependant, en ce qui concerne les actions sismiques, dans les fenêtres, vous pouvez trouver les coordonnées du centre de gravité de masse pour tous les ponts, avec les excentricités accidentelles relatives et les masses de translation et de rotation. Quelques notes supplémentaires sur les contrôles de poutres et de plancher. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un problème avec les contrôles de flexion des sols. TimberTech Building colore en rouge le sol dont le contrôle n'est pas rempli, et nous pouvons trouver le numéro de la combinaison la plus exigeante. Ensuite, nous pouvons revenir à la combinaison spécifique, et ici nous pouvons voir l'action de flexion qui conduit au contrôle le plus exigeant, et de plus, nous pouvons afficher le schéma statique de chaque solive du sol sélectionné afin de le surveiller. Enfin, avec le bouton déformation, vous pouvez afficher la déflexion de la structure sous charge horizontale, tandis qu'avec le bouton action horizontale, vous pouvez inspecter certains détails sur les actions horizontales résultant du vent et du tremblement de terre. Et enfin,
Passons au dernier onglet disponible, qui vous permet d'imprimer dans un premier temps le rapport de calcul de la structure au format Word. Le rapport est complet et détaillé et vous permet de choisir les sections à imprimer. Faisons défiler quelques pages. À côté du rapport, vous pouvez trouver l'export au format DXF des dessins de la structure avec les détails des connexions comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, un export au format IFC est disponible, qui est un format de collaboration couramment utilisé dans les projets basés sur BIM. Les deux derniers boutons permettent d'exporter les actions à la base de la structure pour la conception des fondations, et d'exporter le devis quantitatif de l'ensemble du bâtiment. Concernant la première, vous pouvez choisir d'exporter les réactions sous forme d'actions distribuées à la base de chaque mur ou sous forme d'actions concentrées en son point médian. Vous pouvez également sélectionner les charges et combinaisons d'actions à exporter. Voici les résultats au format DXF et CSV. Concernant le devis quantitatif, deux versions sont mises à disposition, la simple et la détaillée, qui comme vous pouvez le voir fournit en détail toutes les quantités pertinentes dans le projet. Voici les bâtiments TimberTech, profitez-en.